Je dis trois mots maintenant de l'intention de cette journée, de ce forum, de ce premier forum. Karl Barth racontait, après coup, je crois en 1940, c'est Michel Leplé qui me dirait la date exacte, ce qui s'était passé pour lui en 33-35 dans l'Église en péril. Et il écrit « Qu'est-il arrivé ? Tout d'abord, j'ai reçu la formidable révélation du mensonge et de la brutalité humaine, d'une part, de la stupidité et de la peur, d'autre part. » Il m'a semblé que cette phrase était une bonne phrase introductive à notre journée, dans la mesure où c'est bien notre situation, nous sommes menacés, le monde ne va pas bien aujourd'hui, nos sociétés ne vont pas très bien, et nous avons des tentations, je dirais, de stupidité volontaire, comme la Boétie parle de servitude volontaire. Et donc, c'est très important, et donc des tentations, je dirais, d'évasion, de fuite hors d'un monde qui nous paraît trop compliqué ou mauvais ou impossible. Et je dirais que la grande tentation religieuse aujourd'hui, c'est bien la gnose, c'est-à-dire la tentation de considérer ce monde comme définitivement mauvais et perdu, et donc la tentation de l'abandonner, de se préparer à partir, soit dans des gnoses techniques de fuite de ce monde, soit dans des gnoses d'évasion ailleurs, dans d'autres formes d'évasion. L'évasion des intellectuels, il y a plusieurs formes d'évasion des intellectuels. Il y a une évasion quand on se réfugie dans la technicité de son petit domaine, en disant « moi je ne peux rien dire du reste ». Il y a une deuxième forme d'évasion, c'est la tentation inverse, de l'intellectuel total qui croit qu'il peut parler tout seul de tout. C'est encore une manière, je dirais, de s'évader de la complexité et de la difficulté du monde, parce que le monde, il n'existe parce qu'on est plusieurs, parce qu'il y a plusieurs points de vue. Et donc, nous avons besoin de revenir ensemble dans notre monde, de le comprendre, d'une part, et d'autre part, de faire en sorte d'attester qu'il n'est pas fini. Et donc, nous avons besoin de plusieurs points de vue différents. Nous avons besoin de cet écart, nous avons besoin de cette pluralité de points de vue, nous avons besoin de cette conversation entre ces points de vue, une conversation non paresseuse entre ces points de vue. Et voilà, en gros, le but de ces journées, c'est cela. Voilà pour le dire rapidement. Je voudrais dire deux mots de l'heure et demie que nous avons avec Michel Rocard, Jacques Mistral et Pierre. L'idée, ce serait de commencer par un exposé introductif de Michel Rocard sur l'éthique en politique en général, une réflexion assez générale sur l'éthique, assez introductive, qui balaye très large, comme il sait faire, et je suis très reconnaissant d'avoir préparé cela. Ensuite, nous aurons voilà, on va prendre le temps qu'il faut pour cela. On avait dit 20 minutes, bon, c'est 25 minutes, mais bon. Un deuxième moment où Jacques Mistral reprendra sur cette même question, qu'est-ce que c'est que pour lui l'écart entre éthique et politique, et peut-être amorcer le débat entre Jacques et Michel sur la question finalement de la justice, la liberté, la croissance. Comment, une fois, Michel Rocard m'avait dit, il y a longtemps, quand il était Premier ministre, qu'est-ce que vous voulez, moi je ne sais pas faire de justice sans croissance. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la croissance ne peut plus être, ne sera plus ce qu'elle était. Nous avons besoin de repenser la croissance autrement. Il y a là peut-être un thème de débat sur ces questions-là. Donc là, plutôt la question de la justice et de rapport entre l'économie et la politique aussi. Et puis un troisième moment, avec Pierre Encrevé, autour de la question de la violence d'État, de la violence légitime. Qu'est-ce que c'est pour un politique d'exercer, que ce soit à l'intérieur du territoire ou à l'extérieur, je dirais le monopole de la violence légitime, comme Max Weber le présentait, définissait l'État moderne, l'État rationnel. Voilà rapidement présenté, et donc je passe la parole à Michel. Je crois que votre micro marche. Il faut que ce soit allumé rouge. Alors, ces micros, ils sont horribles. Vous voyez. Donc, il ne faut pas trop... Celui-là, un peu moins. Il ne faut pas trop les toucher. Oui, ça marche. Oui, il marche. Ça a l'air de marcher. Merci, cher Olivier. Merci de m'avoir convié. Il est d'usage que tout l'agisseur devant un public commence à faire quelques remarques sur pourquoi on l'a invité, pourquoi il est là, etc. Mon lot de préalable, avant de passer au sujet, sera inhabituellement développé, parce qu'aujourd'hui j'en ai beaucoup. Le premier est sur quelque chose qui ressemble à la joie de vivre. Une occasion pareille me fait retrouver des copains de plus de 30 ans,
quelques très vieux amis, si les amis me permettent cette espèce d'irrévérence. On n'ose pas toucher à Jacques Maury, mais enfin quand même depuis le temps qu'on se connaît. Et puis une espèce de joie institutionnelle. D'autant plus bizarre que j'ai pris de la distance avec le protestantisme, j'y viens dans un instant. Mais quand même, après avoir été l'ami de 2 ou 3 et avoir connu tous les présidents de la Fédération protestante de France pendant des années, faire la connaissance ici du dernier, c'est un honneur, et ça me frappe un peu, monsieur le Président. En plus, bravo, puisque vous êtes un élu récent. Ça, c'est la seconde chose, la première chose. La seconde chose, c'est que quand Olivier et Pierre sont venus m'interpeller pour me demander d'entrer dans le convoi, j'ai quand même eu un coup de surprise. Et presque un peu d'émotion, parce que, même si le droit à l'humour nous est préservé, l'ambition est haute. Intellectuel protestant. Ah, ça fait sérieux. Et ça suppose un minimum, un maximum plutôt, d'exigence dans le raisonnement, dans la présentation, etc. Alors, est-ce que je relève de la catégorie? Certes, je me revendique hautement comme un protestant sociologique, mais enfin, j'avais pris le risque de rendre public parfois que j'avais des problèmes intellectuels avec la transcendance et une vraie difficulté à y croire vraiment. Et je prenais un peu de distance. Et je ne suis plus du tout un militant de la foi, et moins encore un praticien des cultes du dimanche. Que l'on me pardonne. Mais apparemment, ça ne m'a pas valu l'exclusion ou le blâme. Autant, il y a un peu de raccrochage là-dedans. Ça m'émeut, ça m'amuse, mais c'est une compromission par rapport à la haute ambition du niveau. Intellectuel protestant, moi je ne suis pas tout à fait. Alors intellectuel ensuite, oula. D'abord, intellectuel qualifie une très grande exigence dans le niveau d'approche et de pratique du savoir. Et puis en fait, dans la mesure où il y a label, ça suppose les longues études, des doctorats, une agrégation, enfin, moi je suis un enfant des grandes écoles, c'est une institution très française où on apprend un savoir expéditif, superficiel et décisionnel, et on se garde bien d'approfondir les exigences d'un savoir en embadissant le doute, qui est la clé de l'accès à tout savoir. Moi je suis un combattant, et ça fait 45 ans que ça dure. Et quand on est combattant, la nuance est peu permise, l'hésitation, le doute, moins encore. Je me sens plutôt disqualifié quand on parle d'intellectualité. Simplement, il y a un combattant qui avait cette seule particularité, je ne suis pas tout seul, je ne prétends pas au monopole, de chercher à comprendre pourquoi et comment il faisait. Ça m'a posé quelques problèmes. Mais du coup, j'ai ressenti aussi comme un honneur, quand même, il faut bien que je vous le dise, le fait d'être requis pour un pareil débat. Voilà. Mais alors, quoi faire? Parce qu'en plus, l'éthique, un des champs les plus exigeants de la philosophie, un des domaines dans lesquels les plus grands esprits, Spinoza, Kant, Ricoeur, ont beaucoup réfléchi, écrit, pensé. J'ai rien lu de tout ça, ou très peu. Paul Ricoeur m'honorait d'une amitié qui dépassait largement la connaissance pratique que j'avais de son œuvre. Et puis moi, j'ai rencontré l'éthique comme une espèce de contrainte, comme une rencontre de hasard dans les carrefours, sans la pratiquer beaucoup, ce qui me disqualifie pour entrer dans la problématique au nom de laquelle on peut se prononcer sur des propositions et des aphorismes. Je n'apporterai ici que des questions. Les questions de ma rencontre avec l'éthique dans quelques attributions brutales, puisque j'appartiens au monde que Olivier vient de qualifier à travers Karl Barth, celui de la méchanceté et il y avait 2 mots. Le mensonge et la brutalité. Le mensonge et la brutalité. Moi, j'ai fait métier dans ce monde de la politique qui est celui du mensonge, de la brutalité, absolument. Il faut bien faire avec. Et la manière de faire avec pose des questions éthiques, mais moi, alors les questions, je les ai rencontrées, je vais essayer de vous les dire. Quant aux réponses, je vous les laisse. S'il y a un transfert, je vous transmets le bébé. C'est dans ces conditions que Olivier m'étant dit, il faut les faire réfléchir. Ah bon, ça, on peut peut-être en poser les questions, contribuer.
Et alors, les questions qui me sont venues, j'ai essayé de les regrouper. Je ne sais pas si je vais tenir dans le quart d'heure qui me reste, puisque je viens de passer 5 minutes. Je les ai groupées sous 6 paragraphes. 5 de questions pures. La première, c'est pas tout à fait le premier paragraphe, c'est pas tout à fait une question, c'est plutôt une remarque ou un constat. Comme praticien de la chose publique, comme décisionnaire au nom de la collectivité, je me suis souvent senti largué du point de vue des orientations fermes, pour ne pas dire plus. Et je suis arrivé à ce constat. Vous n'êtes pas encore le responsable de la fédération, vous le serez à partir d'après-demain, si j'ai bien compris, quelque chose comme ça. Donc vous êtes coupable de rien de ce que je vais dire, mais c'est peut-être une question pour vous. L'impression m'est venue, je vais parler au pluriel, je n'ai pas assez de mépris pour les catholiques, pour les oublier là, que nos églises sont beaucoup plus fermes et précises sur la morale privée qu'elles ne le sont sur celle de la vie collective et de ses règles. Et là, nous, les acteurs de la vie collective, on est souvent largués. C'est une remarque un peu insolente, mais c'est une demande. Ça confinerait presque au SOS. Dans ce monde de la méchanceté, de la brutalité, quelques garde-fous un peu plus solides, ça serait utile. Il paraît qu'il faut faire bref, il me suffit de cette question-là pour la première remarque. Mon deuxième paragraphe va toucher l'éthique privée. Alors l'éthique privée, d'abord elle est dans le décalogue, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, je ne récite pas tout à fait par cœur, mais tout ça est parfaitement clair, on le connaît bien. Il faut la transporter dans les règles de la vie collective, ça va à peu près de soi. Sauf que je ne suis pas sûr que nos réflexions éthiques aient fait le tour, non pas de la nécessité de transporter la morale privée dans la vie collective, bien sûr, mais de ce que veut dire, dans le passage à la vie collective, la très grave augmentation des tentations, en même temps que la très grave augmentation aussi de la gravité de la transgression. La même transgression dans sa nature, elle est bien plus grave quand elle est dans l'ordre de la vie publique, parce qu'elle est la vie publique, alors qu'il s'agit au fond du même viol d'une éthique. Et puis, dans le passage de l'éthique privée à la vie collective, le problème de contrôler, sanctionner, punir prend une acuité qui exige peut-être un approfondissement de la réflexion. Est-ce que sanctions et punitions sont des mots synonymes? Est-ce qu'ils sont nécessaires? Et faut-il donner, pour respecter une éthique collective, la priorité à son contrôle de manière marquée par un autoritarisme, par un contrôle, par une pression extérieure, ou priorité à la sagesse collective, prise pour suffisante? C'est une redoutable question quand même pour moi. C'était sur le passage de l'éthique privée à la vie publique. Vient maintenant un troisième paragraphe que j'appellerais l'éthique de la collectivité. Il est probablement, mais c'est incertain, là encore, question pour les vrais philosophes, pour les vrais exigeants de la sagesse, et pour les arts de la définition, des délimitation du savoir. Faut-il distinguer entre l'intérêt général et les intérêts privés? Et dans le cas où on reconnaît l'existence d'un intérêt général, qui le définit? Qui peut le définir? Qui doit le définir? Et cette existence d'abord, et ensuite ce processus de définition de l'intérêt général, sont-ils consubstantiels à la démocratie? Font-ils partie de sa définition? Ou est-ce qu'il y a une différence? Et que la démocratie ne serait qu'une des sous-modalités de sa définition,
avec des espaces pour d'autres formes. Deuxième sous-question dans l'éthique de la collectivité, qui est lourde. Quels outils de l'ordre éthique et de l'ordre intellectuel a-t-on pour juger, s'il y a lieu, un poids inégal des intérêts privés en conflit les uns avec les autres? Pas commode. Conflit entre des producteurs et des consommateurs sur un problème de prix et de tarifs. Il y a équivalence de gravité des intérêts de chacun, mais il n'y a peut-être pas équivalence sur la manière dont ça retombe sur la collectivité en fonction de ses niveaux de prix. Question, on est largué. Il fut un temps, ça a duré de l'origine des temps jusque vers le XIe, XIIe siècle, où les directeurs départementaux des prix étaient les évêques. La bonne économie veillait à ce que le niveau des prix ne viole ni le producteur, le boulanger, ni son consommateur. Depuis que ce ne sont plus les évêques qui sont organisateurs et contrôleurs du niveau de prix, on est un peu largué. Est-ce que, dans sa solennité, sa respectabilité et sa distance, la Fédération protestante de France ou toute autre église a vocation à entrer dans de pareilles contingences et de pareilles trivialités? En tout cas, c'est quand même un vrai problème. Et puis, troisième des sous-questions dans l'éthique de la collectivité, l'un des drames triviaux, pratiques, de la vie d'aujourd'hui, dans notamment le mécanisme de prise de décision sur notre vie courante. Je crois même le drame principal, c'est la disparition de la conscience, de la connaissance, de la prise en charge du long terme. Nous devenons des manipulateurs d'une pure quotidienneté. Et d'ailleurs, notre système d'information entre nous, qui s'appelle les médias, qui fut pendant de lustres, des siècles, principalement à base d'écrits, est passé de manière dominante, de la manière qui fixe les mentalités, les attitudes mentales, à l'oral et surtout au visuel. Et là, le long terme n'a plus sa place pour des raisons presque techniques. L'image ne fait pas travailler dans nos cervelles les mêmes neurones que l'imprimé. L'image, on ne la respecte, on continue à la regarder que quand elle nous donne de l'émotion. Elle va se limiter à l'affectif, au brutal, au soudain, au joyeux, au dramatique. Jamais au labeur inaffectif de comprendre le concept, de comprendre l'origine d'un événement et surtout d'explorer ses conséquences pour l'avenir. Le long terme a disparu. Et dramatiquement d'ailleurs par rapport à la puissance de notre système médiatique entre nous, l'école ne fait plus le poids par rapport au système médiatique dans la formation des mentalités, des façons de penser. Et donc, ma question est, est-ce que la prise en considération du long terme doit être demandée comme un espoir d'amélioration de la pertinence, de la raison de nos décisions, ou comme un devoir éthique? J'en sais rien, moi. Mais si l'éthique se mettait à parler de ce côté, toute cette partie des acteurs qui aiment réfléchir à ce qu'ils font et qui voudraient bien déborder le désordre, l'absence de vision créée par un excès de continuité, ils auraient bien besoin de vous. Mais on échappe à la morale privée, là. On est dans la morale collective. Ce n'était de ma part qu'une question. C'était mon troisième paragraphe, l'éthique de la collectivité. Je voudrais, il y a un peu de recoupement là-dedans, je vous l'ai dit, je ne suis pas un hétéro, tout ça n'est pas très structuré, bon, enfin, bon. Mon quatrième point, je l'appelle l'éthique des façons de penser. Nous avons des champs, des
des délimitations de ce sur quoi nous pensons, réfléchissons, etc. Et par exemple, une première, l'éthique. À l'évidence, elle concerne la relation entre les hommes, bien entendu. Excusez-moi de cette banalité. Mais, est-ce qu'elle concerne aussi les relations avec la nature? Est-ce que la relation avec tout le vivant, l'animal par exemple, voire le végétal, relève aussi d'une réflexion de critères relevant de l'éthique? Et là, une fois de plus, j'oserais dire, nous décideurs politiques, on est largués. On y aille l'improviste, et notre prise en charge de la nature est largement dictée en matière de décision politique par le rapport de poids électoral de ceux qui se prétendent écologistes sans l'être vraiment toujours. Je ne suis pas sûr que ça suffise, je vous renvoie la balle. Et puis une question peut-être un peu plus brutale dans cette éthique des façons de penser. Est-ce que ce mot d'éthique, qui nous vient si souvent à la bouche et qui nous importe tellement, la preuve Karl Barth, la preuve Spinoza, la preuve Ricoeur, la preuve tant d'autres, est-ce qu'en fait, nous en parlons, nous l'évoquons, nous y réfléchissons, nous l'approfondissons, au nom d'une transcendance, ou bien au nom de notre raison, s'appliquant, transcendance ou pas, à l'ensemble du champ du vivant, simplement pour y comprendre quelque chose? Ça fait peut-être un peu une différence. C'était mon quatrième point. L'autre question empoisonnante. Mon cinquième point, ça va aggraver les choses. Monsieur le pasteur président, faites-moi l'amitié de ne pas y voir une saisie détaillée et une masse de cahiers des charges épouvantables. Mais quand même, au-delà des questions globalisantes que je viens de vous poser dans les 4 paragraphes précédents, j'arrive à un cinquième où je me pose le problème, où il faut se poser, à mon avis, le problème de l'éthique dans chaque discipline de l'esprit. Commençons par la chimie et la physique. Est-ce un devoir pour les scientifiques de prendre en charge les conséquences potentielles de ce qu'ils cherchent, découvrent et inventent? Était-il éthique d'inventer la bombe nucléaire? Ou est-ce que l'aphorisme scientifique sur lequel l'usage des résultats de la science est l'affaire de l'humanité, l'affaire peut-être des choix politiques, du point de vue de l'usage, mais que la science, elle, doit courir son chemin sans s'en préoccuper? J'en sais rien. Petite question. Alors Didier Sicard est là, j'ose à peine aborder le problème suivant, mais du côté de la biologie et de la médecine, on va fréquenter les frontières de la vie. Et là, est-ce qu'il faut se poser le problème de savoir jusqu'où a le droit d'aller la science, avant même de se poser le problème de savoir ce que la collectivité fait des résultats, des possibilités ouvertes par la science? Troisième interrogation écrite, éthique. Peut-être celle sur laquelle j'ai le plus buté. L'économie. Olivier, tout à l'heure, dans sa présentation, évoquait la croissance. C'est un fait économique rationnel. Est-ce qu'il faut la souhaiter au nom de l'éthique? Le mot est inquiétant parce que depuis qu'on la connaît, la croissance, on l'a acceptée polluante, gaspilleuse de ressources, productrice de déchets. Et je vous rappelle que pour qu'on sache qu'il y a croissance, il faut la mesurer. Et dans le PIB, toute l'économie criminelle a toute sa place, en même temps que toute l'industrie d'armement, qui en fait un bon paquet. C'est une première question. Il y a dans le mouvement écologiste des gens pour plaider la non-croissance. Je me suis toujours battu contre cette idée. Aux cris sarcastiques, violents, politiques, injustes, peut-être irréalistes, que la décroissance, c'est la guerre civile. Je ne sais pas comment aucun gouvernement, même ma remarque n'a rien d'éthique, elle est factuelle. Je ne sais pas comment aucun gouvernement peut maintenir l'ordre social dans une société en décroissance. Ni surtout limiter les inégalités et moins encore attaquer le chômage.
Et puis, toujours dans les questions éthiques à poser au monde économique lui-même. Après la croissance, peut-être une des plus graves aujourd'hui. Le marché, ce merveilleux mécanisme d'autocontrôle, de confrontation et d'ajustement par la spontanéité des rencontres entre fournisseurs et vendeurs, il a 4000 ans, en gros, le marché. L'économie chinoise découverte par Marco Polo était marchande depuis longtemps. Est-ce qu'il faut que le marché, cette façon de fixer des prix entre nous par la confrontation sur le marché, ait des bornes? Le marché doit-il aborder la santé, l'envahir et la contrôler? Le marché doit-il faire éruption sur la zone de l'éducation et de la culture, qui sont d'ailleurs deux zones un peu différentes? En peaufinant les tiroirs des expériences et des réflexions ici ou là, on peut trouver quelques arguments relevant de la raison, pour en mettre quelques-unes. Il y a des endroits où le marché, il n'est pas démontré qu'il marche bien. Ça peut suffire. Mais est-ce qu'en tant que tel, l'éthique a son mot à dire sur les bornes du marché? Et puis l'argent lui-même. Avec d'abord, d'entrée de jeu, un mot terrible parce qu'on ne sait pas bien le définir, la spéculation. La spéculation, quand dans son comportement, un acheteur de valeurs quelconques, même monétaires, voire physiques, ne les conserve pas suffisamment pour en justifier l'usage et s'en servir, mais attend qu'elles montent en valeur, quitte à avoir des comportements qui cherchent à provoquer cela. Est-ce que c'est condamnable? À partir de quoi mesurer le délai de détention au-delà duquel on passe de la propriété légitime au pur espoir de gain? Avec la sous-question qui est derrière, il ne faut jamais oublier, c'est que le fond de l'affaire de l'organisation des hommes, c'est quand même de ne pas trop les martyriser, de préserver un peu de liberté. Et donc la réponse ne peut pas être un contrôle généralisé, militarisé ou policiarisé, tout ça. Mais quand même, la question demeure. Parce qu'on sent bien que quand la référence à l'argent, à son gain et à son accumulation, domine les critères de décision, on sait plutôt bien où on est. C'est là que revient ma question du début. Est-ce qu'il existe un intérêt général qui le définit? Est-il opposable aux critères d'accumulation d'argent des décideurs? Hasard de la vie, c'était 4 ou 5 ans après la première déclaration osée. Je ne peux plus dire que je suis protestant, j'ai renoncé à la foi. Néanmoins, le fils, suisse, inconnu de moi, j'ai oublié le prénom d'ailleurs du fils, il s'appelait Bieler, débarque dans mon bureau. André Bieler. Le père, c'est André. Oui, le père, je le connais. Et me dit, monsieur le ministre, s'il vous plaît, nous sommes dans le solennel, protocole inutile parce qu'on comprend, trop de protocole casse la relation après. Je voudrais rééditer le grand ouvrage de mon père, l'œuvre économique et sociale de Jean Calvin. Il était sorti en 1500 exemplaires, c'était une édition universitaire, personne ne l'a plu, et personne ne l'a réédité, c'est une somme, surtout il n'est sorti qu'en français. On voudrait faire un gros coup, la rééditer bien sûr, la publier en anglais en même temps, puis une préface qui attire l'œil. Et il vient me chercher moi. Alors j'ai oublié de vous dire un détail, c'est que je n'arrive pas à me calmer, je suis toujours assez occupé. Donc il vient me demander du temps. Puis quel temps, hein, faut lire les 700 pages. J'ai commencé par l'engueuler naturellement. Et puis quand même, vous comprendrez tous que ça avait quelque chose de chatouilleux. Ça m'a excité l'ego. Alors j'ai tout lu, j'ai préfacé vigoureusement, avec un plaisir intellectuel. Bon, eu des découvertes formidables.
Et il y a du Calvin sur la richesse que je recommande à tous les lecteurs et qu'il serait bon de réactualiser aujourd'hui, lui redonner même un peu d'altérité. Au passage, il y a de quoi faire honte à la profession bancaire en tant que bloc et dans sa totalité ou à peu près. En tout cas, Calvin, non seulement pasteur et théologien, mais par accident, chef d'État in partibus. Là, la différence de Bèze, d'Erasme, de Luther surtout, qui n'a pas une phrase concernant l'économie, quoi que ce soit dans toute son œuvre, c'est un peu dommage. Calvin est chef d'État en même temps. Mais il n'est pas le président du Conseil d'État. Le politique est franchement à côté. Et d'ailleurs, Calvin insiste sur cette distinction de manière considérable. Mais le Conseil d'État, qui est le conseil municipal de Genève, de fait, est tellement intimidé, tellement lié à l'idée que la réforme innovante, qui a plus beaucoup de règles, demande la permission sur à peu près tout. Même ce qui sort du champ de la morale privée, spécialité des églises. Et Calvin, chef d'État, a besoin que se crée de la richesse. Et il l'écrit. Et il valide beaucoup mieux que quiconque n'avait fait avant lui, à ma connaissance. Je ne suis pas lecteur des pères de l'Église, mais enfin, c'est Olivier, là, qui est l'encyclopédie vivante. En tout cas, il légitime complètement la production de richesse comme un des moyens de faire tourner la machine, de donner de l'emploi, de réinvestir, etc. Mais il y a une condition, qui est qu'elle serve. Alors, le bien public, ça c'est moi qui l'y mets. Calvin, lui, parle de la dignité du Seigneur. Donc, qu'elle soit ou charitablement redistribuée, ou surtout réinvestie pour faire tourner la mécanique économique. L'usage somptuaire et ostentatoire de la richesse fait horreur à Calvin, qui la condamne avec la dernière énergie. On va un peu oublier tout ça. Ce message est formidable. Reste que dans la dégénérescence, dans le fait que nos sociétés d'aujourd'hui ont accepté de donner... Que jour ont accepté? Ont finalement demandé. Nous sommes les Hébreux en train de cultiver le veau d'or pendant que Moïse est tout seul sur sa montagne, mais en train de capter les arbres de la loi. On a fait la statue du veau d'or. On a besoin d'un message éthique pour remettre l'argent à sa place, parce que ça va être du boulot. Et on aura besoin d'un peu de contrainte d'État, sans doute. Elle ne sera acceptée que si elle est éthiquement absolument indiscutable. Mesdames et messieurs, chers amis, la Fédération protestante de France, je suis obligé de vous dire que si des éthiques respectées ne s'en mêlent pas, le politique n'y pourra rien. Enfin, ne pourra pas, tout seul. C'est ma certitude. Ce qui m'amène à une dernière question plus ambiguë, plus embêtante. Sous-question dans l'éthique par discipline. Le marché. 3-4 000 ans d'histoire, une relation profonde avec nos libertés. Une histoire qui prouve que ça marche mieux que n'importe quel autre système qu'on ait essayé. Dictatorial civil, dictatorial militaire, théocratique. L'Iran d'aujourd'hui, le royaume jésuite du Paraguay, souvenez-vous de ça, on avait essayé une économie juste. Elle se retrouvait totalitaire. Il y a cette force-là, le marché. Et en effet, qui dit marché, dit automaticité de l'équilibre. Il en découle au fond pour le marché. J'ai posé la question des bornes tout à l'heure, je ne la réintroduis même pas. L'absence de règles. Le marché fonctionne si on lui fiche la paix, si on ne cherche pas à fausser l'équilibre. L'absence de règles, c'est faire l'hypothèse que tout opérateur est éthiquement convenable. Si, par constat pratique, au nom du message divin, on admet que l'humanité a sa part de perversité et de méchanceté, il convient peut-être de se prémunir contre, partout, un peu tout le temps, et notamment en surveillant de près les règles du marché. Est-ce que M. Milton Friedman, au-delà du résultat pratique de son œuvre, qui est qu'à mes yeux, c'est un criminel contre l'humanité. Bondissement secret de Jacques Mistral qui va m'engueuler dans un instant.
Je suis habitué. Est-ce que surtout, il n'est pas un peu blasphématoire? Et s'il l'est, ce qu'au fond j'ai tendance à croire, mais j'ai pas autorité, moi, pour le dire, si vous vous mettez à le dire, vous changez l'ordre des légitimités dans les conflits de pouvoir qu'il y a là derrière. Et ça, on aurait puissamment besoin. Et puis, bien sûr, c'était plus évident, mon 6e et dernier paragraphe, c'est l'éthique et la violence. Alors, j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus, puisque Olivier l'a annoncé au début, Karl Barth, j'ai rencontré la violence et le mensonge, mais aussi la lâcheté et la crédulité. Et puis que c'est le sujet de Pierre dans un instant. Donc, je me borne à 3 questions en quelques mots, puis je m'arrête là-dessus. La première, c'est par exemple celle de la légitimité de la prison. De quel droit, au nom de quoi? La question des solutions alternatives est explorée pour faciliter le jugement éthique, mais reste la question se pose en soi, je crois. Et puis, le monde étant ce qu'il est, chacun admet, et c'est même, c'est pas tout à fait dans les termes de la loi, mais enfin pas loin, la violence défensive. On a à se protéger puisque la violence offensive menace de partout. Cette violence défensive, déjà personnelle, et bien sûr collective, nationale, est-ce qu'elle a éthiquement le droit d'aller jusqu'à la prévention? Plus difficile. Même les démocraties, pas surtout, sûrement pas, même les démocraties ont toutes créé des services spéciaux, des services secrets. Ils sont secrets parce que ce sont les services chargés de missions d'État pour répondre aux attaques, aux dangers, aux menaces qui nous viennent des non-civilisés, qui nous viennent de ceux qui n'ont aucune éthique et qui ne regardent pas le détail, s'il faut pour leurs intérêts territoriaux ou même symboliques, tuer, détruire, faire souffrir, torturer, etc. Les services spéciaux sont chargés de ça. Est-ce qu'ils doivent rester clandestins? Est-ce qu'il faut s'en cacher? Est-ce qu'une démocratie peut vivre sans services spéciaux? Plus grave. Devant une violence menaçante et repérée, identifiable, le fait de chercher à la déduire, donc à tuer, est-il légitime devant l'éthique? Il y a pire. La réponse un peu, pas vraiment lâche, mais enfin facile, quoi, est collective et anonyme. Il s'agissant par exemple du danger de prolifération nucléaire, du risque que des fous, des fanatiques, prennent le pouvoir d'État, dans un État doué de la bombe. Dans les têtes, tout le monde sait qu'il faudra probablement être capable de répondre. Pire encore, s'il s'agit d'un terrorisme d'État, ça existe, ou d'un terrorisme de collectivité fanatique, Al-Qaïda, les djihadistes, etc. Remarque, défense pour défense, et violence pour violence, tout le monde comprend que la violence défensive doit amener à l'acceptation du fait de se protéger. Mais la peur devant un problème précis oblige à donner un caractère général et de principe à la réponse, et même à la définition du danger. Il est des cas, on en connaît, où un individu nommément repérable, désigné, suivi, repéré par des drones, représente à lui-même, par ses ordres, parce qu'il sait faire, par son expérience accumulée dans l'art de tuer, un danger en tant que tel. Il est probablement, de manière empirique, pratique, non éthique,
moins coûteux en vie humaine d'aller tuer celui-là tout seul que de faire une généralité, de chercher à exterminer une catégorie sociale passée à l'extrémisme. Est-il éthique que nos services spéciaux demandent et reçoivent des ordres nominatifs de tuer? C'est embêtant. Je vous l'ai dit, je ne suis pas arrivé avec les réponses, moi. Par brièveté de mon savoir intellectuel, par répugnance de ma façon d'être à la réflexion trop approfondie, et mettant trop de perplexité dans le système de décision. En plus, on m'avait demandé de venir vous embarrasser un peu. Alors j'espère y être arrivé et je vous remercie d'une attention aussi soutenue.